Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob Man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7ème art. Bonjour tout le monde et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Ciné Sporting Club. L'acteur français Vincent Lindon a déclaré « Cannes a un côté Jeux Olympiques. C'est ce jour-là, à cette heure-là, avec le vent comme ça. Pour cet été 2024, c'est maintenant les JO. » Les exploits, les drames mais aussi les d'à côté des Jeux Olympiques sont un puits sans fond d'histoire prête à filmer pour les auteurs et réalisateurs de cinéma. Nous avions d'ailleurs pourtant déjà critiqué le traitement cinématographique des JO que nous considérions un peu trop rare ou pauvre. Alors un peu trop vite peut-être, car depuis nous avons remarqué que les Jeux Olympiques n'étaient pas tant que ça boudés par le cinéma, et que des films sur le sujet, il y en a quelques-uns. Alors, difficile d'en trouver un non politisé, mais on en a sélectionné quelques-uns quand même, je vous rassure, parce qu'ils sont instrumentalisés par les gouvernements, mais aussi par les opposants. Un événement aussi global, retransmis dans le monde entier, est forcément une vitrine bien trop alléchante pour tous ceux qui veulent démontrer leur pouvoir, ou faire entendre leur cause, qu'elle soit justifiée ou non. Nous ne déciderons pas aujourd'hui s'il s'agit d'une belle démonstration de fraternité entre les nations, ou de la poudre aux yeux destinée à endormir les masses. Profitons plutôt de ce milieu de belle quinzaine olympique à Paris, pour lancer le 11e et ultime épisode de cette première saison du CSC, et donnons au peuple ce qu'il lui faut vraiment pour être heureux, du popcorn et des jeux. Les jeux, c'est une plaisanterie. J'ai vu des émeutes mieux organisées. Pour notre sélection de films sur les Jeux Olympiques, Fabien, on va commencer avec un film culte. Oui, on peut le dire, puisqu'il s'agit donc des Chariots de feu de Hugh Hudson, un film de 1981. Alors d'ailleurs, si je vous fredonne le thème principal du film qui a été composé par Vangelis, beaucoup d'entre vous se diront « Ah, bien sûr ». Oui, ou repenser simplement à la prestation de Rowan Atkinson, alias Mr Bean, qui la reprend à la cérémonie des Jeux de Londres 2012. Voilà, vous y êtes. Et ne mentez pas, vous avez tous déjà couru au ralenti avec ce morceau en tête. On parle d'une œuvre qui est multi-récompensée, avec 4 Oscars, dont celui du meilleur film en 1982, mais aussi à Cannes ou au BAFTA. Et oui, là on parle bien d'un film de sport, quoi. Alors, avec pour objectif les JO de Paris en 1924, 2 coureurs britanniques vont chacun à leur manière surmonter les épreuves jusqu'à la médaille d'or. Basé sur une histoire vraie, même si on le verra, Hudson y prendra quelques libertés. Forcément. Nous suivons plus particulièrement l'Écossais Eric Liddell, qui est joué par Ian Charleston, et l'Anglais Harold Abrahams, joué par Ben Cross. Qui en plus de l'adversité sportive, ces deux-là, ils vont faire face à leurs démons. Charleston est très pieux et celui qui est joué par Charleston est très pieux et doit jongler avec son calendrier de compétition et les dimanches à la messe. Et de l'autre côté, on a Abrahams qui est juif et donc tu te doutes c'était pas le plus simple en 1924. Non. Donc aujourd'hui non plus d'ailleurs. On ne parle pas que de sport dans ce film. Il y a aussi le côté élitiste des jeux avec tous ces concurrents anglais qui proviennent des grandes universités. On parle aussi du professionnalisme qui est de plus en plus présent dans ce sport, le nationalisme, le racisme et aussi l'antisémitisme de ces élites. Et nous ne sommes qu'en 1924. Oui, et d'autant plus une guéguerre franco-anglaise toujours présente, mais bon, ça, on est d'accord que c'est intemporel. Ça s'arrête pas, ça, pour le moment. Mais attention, dans ce film, les scènes de sport, elles sont bien présentes, elles sont très réussies, avec de la tension et des vrais moments de libération quasi mystiques, quoi. Complètement. Et encore merci la musique pour ça. C'est clair. Alors, il y a du vrai, la chute de Liddell lors des rencontres aux 400 mètres contre les Français, mais qui ne l'empêche pas de remonter pour gagner malgré son retard. Ça, tu vois, je savais pas, parce que quand j'avais vu le film,
j'avais trouvé ça presque gros, tu vois. C'est un peu, voilà, ça semble irréel et pourtant c'est bien pourtant, c'est arrivé. vrai, d'accord. Mais il y a aussi de la vérité arrangée. Il y a la course du Trinity College qui n'a pas été remportée cette année par Abrahams mais par Lord Burghley. Et ce dernier d'ailleurs qui ne digérera pas l'entorse à l'histoire qui a été faite pour le bien du scénario et son personnage sera à cause de ça renommé Lord Lindsay. Un autre protagoniste d'ailleurs de cette histoire qui n'est pas présent au JO de 1924 pour cause d'accident d'avion, c'est Larry Snyder, mais on le retrouvera plus loin. Tout à fait. D'ailleurs, on va avancer un peu dans le temps car environ une décennie plus tard, d'autres jeux vont faire parler d'eux. Dans l'épisode numéro 10 sur le football, qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, nous disions qu'il y a très peu de femmes réalisatrices, et a fortiori des réalisatrices de films de sport. Eh oui. Pourtant, il y en a une, très en avance sur son temps, qui a permis une révolution dans l'audiovisuel en général, mais pour une cause pour le moins méprisable. Et on va parler d'un nom toujours tabou et clivant en Allemagne, Leni Riefenstahl, la réalisatrice des Dieux du Stade, le film des Jeux Olympiques de 1936 de Berlin, et donc de Hitler et sa bande. On va forcément évoquer cette période sombre de l'histoire, et on s'est beaucoup posé la question de comment traiter le personnage. Les Dieux du Stade est certes un documentaire et non une fiction, mais nous nous y intéressons car il fut une révolution en matière de technique et d'esthétique qui influencera les retransmissions sportives et donc le film de sport à jamais. Dans un premier temps, Fabien, tu vas nous présenter la réalisatrice pour une meilleure mise en contexte, donc Riefenstahl. Oui, alors à la base, Lena Riefenstahl est danseuse. Elle découvre comme ça, plus ou moins par hasard, le film La montagne du destin d'Arnold Fanck en 1924. Alors c'est déjà un film de sport de montagne qui est ultra novateur pour l'époque. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va faire un forcing pour rencontrer le réalisateur. Elle profite de ses bonnes critiques en tant qu'ex-danseuse qu'elle va mettre en avant, et elle décroche un rôle dans La Montagne Sacrée, donc un autre film qu'il prépare en 1926. Et elle commence alors à diriger même quelques scènes. Il lui laisse un peu la main. Bon tremplin, quoi. Voilà, exactement. Et pour les besoins du film, elle devient même skieuse et alpiniste. Et parce que bon, à l'époque, on s'embarrassait pas avec des cascadeurs, tu vois. Et pour l'anecdote, il déclenchait même des avalanches réelles, qui tombaient sur les acteurs, et eux, ils devaient jouer normal. Il n'y avait pas encore d'assurance à l'époque. Non, c'est clair. Et puis, donc au fur et à mesure, elle prend de plus en plus de responsabilités dans ses films. Alors, ses premiers films sont spécifiquement des films de montagne, et donc comme je disais, pas le genre qui sont tournés en studio, et elle apprend ainsi son métier. Oui, d'ailleurs, à ce propos, les films de Fanck sont injustement oubliés, et ils feront sûrement partie d'un épisode sur l'alpinisme. Ça vaudrait le coup, c'est clair, quoi. Alors que d'un autre côté, il y a des actrices comme Marlène Dietrich qui quittent l'Allemagne en pleine montée du nazi pour Hollywood, Riefenstahl, elle reste, et elle crée même ses premiers films. Alors, elle est peu intéressée par la politique, de ce qu'elle dit, mais elle se laisse convaincre d'aller voir un meeting d'Hitler, alors plus par opportunisme professionnel qu'autre chose, et elle est quand même un peu séduite par le personnage, même si elle l'avoue qu'à mi-mot, comme beaucoup d'Allemands, je pense, à cette époque. Exactement. Fan de son travail, le Führer lui promet de faire appel à elle lorsqu'il sera au pouvoir. Alors, Leni Riefenstahl, elle clamera toujours avoir tenu tête aux idées xénophobes du parti nazi, prétendant même en avoir parlé à Hitler, comme si elle pouvait lui faire changer d'avis. Mais bon, voilà, les résistants post-guerre, on sait ce que ça vaut, quoi, voilà. Elle est même draguée plus ou moins dans les deux sens du terme par Goebbels, qu'elle les conduit, et là encore une fois de ce qu'elle dit, mais elle monte quand même des projets avec lui, ce qu'on verra dans ses mémoires à lui, donc c'est toujours un peu compliqué. Pas rien comme projet, on va le voir plus tard. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, quand on lui met ses mémoires, elle pète un câble, et on le voit bien dans le doc de Ray Müller, que je vous invite à voir, qui s'appelle Leni Riefenstahl, le pouvoir des images, et qui retrace sa vie, et le réalisateur d'ailleurs n'hésite pas à la confronter face au journal de Goebbels, qui contredit un peu ce qu'elle dit. Donc les contradictions, elles vont bon train sur ses premiers films de propagande, qu'elle n'assume que moyennement, presque autant pour le sujet que pour la qualité. On se demande si c'est pas plus ça qui l'embête qu'autre chose. Ouais. Pourtant, les spécialistes s'accordent pour juger ces films parmi les meilleurs films de propagande, quoi. Le triomphe de la volonté est en tête de tout ça, et qui lui a valu à la fois succès et déchéance après la guerre. Elle-même, quand elle en parle, elle oscille entre fierté de ses plans qui sont vraiment extraordinaires, juste artistiquement, mais la honte des conséquences qui ont suivi de ça. Elle favorise d'ailleurs les angles multiples, les caméras sur les véhicules, pour donner tout ça du dynamisme, à ce montage, et c'est des techniques qu'elle va affûter sur le film, sur les JO. Enfin, nous serons en mesure de célébrer la gloire légendaire des Jeux. Je croyais que vous vouliez célébrer la gloire des nazis. Ce que nous aimerions, c'est donner une bonne image de nous-mêmes, c'est tout, voilà.
Donc ce film sur les Jeux Olympiques, eh bien, vous l'avez compris, c'est Les Dieux du Stade, donc de 1938. Alors c'est le film officiel des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, commandé par le comité olympique, mais soutenu par le ministère de la propagande nazie. Donc forcément, le budget il est quasi illimité. Carte blanche là. Donc voilà, ministère de la propagande nazie qui est dirigé par Goebbels, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce film, il est décomposé en 2 parties, le Festival du Peuple et le Festival de la Beauté. Donc les films sont composés de séquences devenues pour la plupart mythiques, et surtout intégrantes à l'histoire avec un grand H. On a par exemple la vasque allumée sous les yeux d'Hitler, le défilé des nations, avec notamment une délégation française qui effectue bien tristement le salut hitlérien au Führer. Ça, on a ces images, hein. Les titres en athlétisme de Jesse Owens, évidemment, quoi. Le Festival du Peuple, donc la première partie du film, commence à Olympie, en Grèce, et fait la transition entre les statues grecques antiques et les athlètes contemporains. Plus précisément, la race aryenne, hein, voilà. Oui. On suit la flamme jusqu'à Berlin. Et le film est ensuite, tout simplement, une rétrospective des Jeux de Berlin. Hein. Donc, du coup, toutes les épreuves sont filmées, sans exception. Et cela a permis donc à la réalisatrice d'expérimenter énormément d'idées dans la manière de représenter les différents sports. Par exemple, afin de magnifier encore plus les athlètes, Riefenstahl choisit de les filmer constamment en contre-plongée, c'est-à-dire légèrement en dessous d'eux, pour les rendre encore plus grands et impressionnants à l'écran. Ce qui se faisait pas du tout. Non, enfin, ça se faisait, ça se faisait dans le cinéma, mais elle, dans le sport en tout cas, non, voilà, c'était la première fois. Les innovations techniques ont été nombreuses. On a des fosses creusées dans le stade pour accentuer encore plus ces effets de contre-plongée, méthode qui a été reprise notamment par Orson Welles quand il a fait Citizen Kane. Ouais. On a aussi une caméra sur rail catapultée pour suivre les coureurs, ça maintenant on en a l'habitude. Hein. Partout, ouais. Voilà. Cam et tout, des caméras 48 images secondes pour des ralentis, ça aussi c'était nouveau à l'époque. Une téléoptique de 600 pour faire les gros plans, des prises de vue sous-marines, notamment pour les scènes de plongeon. Bref, de l'inédit pour l'époque qui est devenu ensuite finalement la norme des retransmissions sportives télévisuelles. Alors certains plans ont d'ailleurs été si compliqués en termes de timing ou de matériel que l'ENA avait fait la demande aux athlètes de reproduire leurs gestes après la compétition, d'où parfois, des fois quand on a l'œil, l'apparition de tribunes totalement vides dans le film, notamment lors des scènes finales du plongeon artistique. Mais c'est incroyable parce qu'elle a vraiment fait des caméras embarquées sur les avirons, des choses comme ça, mais ça elle l'avait tourné à part, avant ou après des... Voilà, c'est ça. Pour ce travail colossal, Fabien, tu peux nous parler, si tu veux, du matos. Hein. Oui, alors au niveau matériel, il y avait plus de 30 caméras sur le terrain, 160 collaborateurs, pas le meilleur mot, pendant l'événement, 400 km de pellicules triées et montées par elles-mêmes pour filmer les 136 disciplines présentes cette année-là. Ouais, c'est énorme, ça a dû prendre un temps fou. Ouais. Forcément, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés entre les Jeux et la sortie du film. Donc, pas pour rien, ouais. Donc techniquement, vous l'aurez compris, ce film est dingue de modernité, les images sont magnifiques et les sports magnifiés. Finalement, si on sort ce film du contexte, il pourrait même être difficile de le classer comme un film de propagande. Ouais. Et c'est là tout le côté vicieux de la chose. Le but n'était pas uniquement de montrer la supériorité allemande, et plus particulièrement de la race aryenne en sport. En réalité, Goebbels, le petit malin, il voulait surtout, avec ce film, faire passer l'Allemagne nazie comme tendre, et surtout unificatrice entre les peuples, donc la faire passer pour les gentils. Ouais, voilà. Donc les victoires américaines, notamment de Jesse Owens, et d'autres pays ne sont pas censurées, elles sont bien présentes dans le film. On y entend régulièrement les hymnes, hein. D'ailleurs c'est marrant d'entendre l'hymne américain dans un film de propagande allemand, finalement. Et les défaites allemandes, elles sont pas retirées non plus, hein. On voit bien des Allemands perdre, hein. Donc de fait, le véritable propos du film, il se cache derrière cette objectivité, car oui, quoi qu'on en dise, on est bien sur un film de la propagande nazie, hein, très réussi certes, mais ça reste un film de propagande. Et d'ailleurs à ce propos, l'écrivain Jonas Mekas dira « Si vous êtes un idéaliste, vous y verrez de l'idéalisme, si vous êtes un classique, vous verrez dans ces films une ode au classicisme, et si vous êtes un nazi, vous y verrez du nazisme ». Oui, alors après ça, Riefenstahl elle fait une tournée en Europe et même aux États-Unis. Elle reçoit le Lion d'Or de Venise, etc. Même s'il commence déjà à avoir des reproches sur cette représentation esthétique de la mentalité fasciste de l'époque. Encore une fois, alors le personnage est très trouble, hein. Elle est toujours entre fascination du pouvoir, et puis après elle justifie avec des « je ne savais pas » ou « je ne pouvais pas le croire » une fois qu'elle a appris toutes les horreurs du nazisme. Elle est arrêtée quand même à la fin de la guerre, hein, sidérée comme beaucoup d'Allemands par les horreurs de la déportation. Alors son procès il dure longtemps lors de ce qu'on appelle la dénazification, et elle fut juste classée comme suiveuse, parce que elle a jamais eu sa carte au parti, ça c'est vrai, elle a juste fait son métier, et elle sera même autorisée à le reprendre.
reprendre. Alors, mais elle fera plus de films en soi, elle fera des reportages photos, notamment pas mal en Afrique, en filmant alors aussi un peu les Noubas qui sont, alors sans jamais montrer les films au début, c'est un peu bizarre, enfin elle fait pas le montage, pardon, mais pendant leurs rencontres et des combats, donc c'est des sortes d'olympiades locales, donc comme quoi elle y revient, quoi, voilà. Ouais. Et même elle terminera sur du doc sous-marin, quoi, donc c'est assez curieux. Elle passera de la furia nationale socialiste au calme des profondeurs, et finalement c'est un peu ça le personnage de Leni Riefenstahl. Vous voulez bien en faire encore un? Pas de problème, mais... Est-ce que c'est pas un peu triché? Tricher? Je veux dire, ce n'est pas le vrai saut que j'ai fait. Mais vous l'avez fait, ce saut. On l'a tous vu. Vous avez marqué l'histoire. Tout ce que je fais, c'est de m'assurer que dans plusieurs années, les gens qui n'étaient pas là puissent le voir eux aussi. Pour que jamais ils n'oublient ce que vous avez fait. Et quand je parle de personnages, j'exagère rien du tout, car on la retrouve dans le film suivant dont tu vas nous parler, Romain. Oui, alors je vais vous parler d'un film qu'on a déjà évoqué. Oui. Il s'agit de La couleur de la victoire, film de Stephen Hopkins de 2016. Donc c'est un film biopic d'un personnage clé de l'histoire du sport et de l'histoire tout court, Jesse Owens, quadruple médaillé olympique lors des Jeux de Berlin de 1936, dont on vient de parler. Donc il a été médaillé sur 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et 4x100, exploit qui aura été répété quelques décennies plus tard aux Jeux Olympiques de Los Angeles par un certain Carl Lewis. Alors, c'est le premier film sur la vie de l'athlète, bizarrement, et il est soutenu en plus par la fondation Jesse Owens, ainsi que sa famille, qui a validé le scénario. Donc on est plutôt sur un scénario crédible, quoi. Oui. Dans le film, il est question évidemment de son triomphe à Berlin, mais aussi de son parcours sportif, sa préparation aux Jeux, l'intégration de son université, et évidemment pour un biopic de sa vie personnelle, bien que c'est un peu survolé. C'est un peu survolé. Voilà. Ces étapes sont toutes ponctuées de scènes où Jesse Owens subit un racisme omniprésent aux États-Unis à cette époque. Alors l'acteur Stephen James, donc il joue le rôle principal de Owens, et c'est Jason Sudeikis qui joue Larry Snyder, dont on a parlé tout à l'heure, son coach qui aura cru en lui, ne faisant aucune distinction entre ses poulains blancs ou noirs, à l'époque où la ségrégation faisait rage aux États-Unis. Et d'ailleurs, décidément, l'acteur Jason Sudeikis, il aime bien jouer les coachs gentils, oui, comme dans la série Ted Lasso. Ted Lasso, qu'on vous conseille de regarder aussi, très bonne série de sport. Alors Stephen James aura suivi un entraînement spécial avec un coach, car bien que déjà sportif, il n'avait pas la même gestuelle, la même foulée que Owens. Donc aussi aidé par le sprinter canadien Hank Palmer, qui le doublera sur certaines scènes, et jouera d'ailleurs son frère dans le film. Alors là où le film aurait pu simplement raconter la fronde que le triomphe de Jesse Owens a infligé à Hitler et sa propagande, il va un peu plus loin en faisant le parallèle avec des États-Unis ségrégationnistes, qui à l'époque n'ont vraiment jamais reconnu le sportif, car noir. Et c'est là où le film est fort, car on se rend compte que la difficulté due au racisme qu'a rencontré Owens pendant sa carrière s'est aussi faite au sein de son propre pays, et pas uniquement lors de ses JO estampillés de la croix gammée. D'ailleurs, Owens a dit, malgré ce qui est resté dans la postérité, que ce n'était pas Hitler qui l'avait snobé, apparemment Hitler lui a serré la main, alors hors caméra, mais bien son président Roosevelt, le président des États-Unis, qui ne l'a jamais félicité pour ses victoires, ni même reconnu ses victoires. D'ailleurs, la réalisatrice des Dieux du Stade, Leni Riefenstahl, qui est citée avant, elle est bien présente dans le film, et elle est interprétée par Caris Van Houten. C'est Mélisandre ou la Dame Rouge dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones. Voilà. When the night is dark and full of terror. Si tu le dis. Et elle apparaît pas uniquement sous la forme d'un clin d'œil, c'est même un personnage à part entière du film. Elle est d'ailleurs montrée comme elle l'avait toujours martelé, c'est-à-dire une réalisatrice subissant surtout les pressions de la propagande nazie, et plus précisément donc de son ministre Joseph Goebbels. Alors la scène du 100 mètres, elle nous montre une Leni Riefenstahl déterminée, qui malgré le refus de Goebbels de filmer la finale, parce qu'il avait senti le coup venir, elle va quand même faire tourner les caméras pour immortaliser Jesse Owens. Alors notamment cette scène, on sait pas vraiment si c'est vrai, mais bon, quand on connaît un peu le personnage du chef de la propagande nazie, ce serait pas non plus étonnant. Probable, Voilà. Donc Goebbels d'ailleurs, c'est lui le vrai méchant du film. On voit apparaître Hitler que quelques secondes finalement. Donc on a un Goebbels qui est montré comme glacial, effrayant, et on le voit surtout faire des affaires et arrangements politiques avec le représentant de la délégation américaine, notamment sur la présence des athlètes noirs ou juifs selon certaines conditions. Délégation américaine d'ailleurs qui a été réticente à envoyer ses athlètes à Berlin de peur de favoriser le jeu d'Hitler. En gros, ce sont d'ailleurs les jeux, non pas d'Hitler, mais de Goebbels dans le film, les jeux de la propagande nazie, et Jesse Owens apparaît comme le caillou dans sa chaussure. Pour l'aspect technique du film, le travail de reconstitution
costumes, des lieux emblématiques, hein, notamment donc l'Olympic Stadium de Berlin, et des épreuves elles-mêmes est très bien réalisées. Ouais, d'ailleurs, tu vois la scène du plan séquence, en plan séquence de l'entrée dans le stade, Oui. elle est incroyable, quoi, vraiment. Puis elle dure quand même un petit moment, quoi. Et alors, si jamais vous êtes déjà senti pas à votre place dans une soirée, vous multipliez la sensation à peu près par 1000, et ça vous donnera une idée du moment où Owens se retrouve invité dans la tribune officielle nazie. Ouais, ça a dû être dur. Hein. Oui. Donc tout ce côté technique, ça ajoute un côté moderne et même rafraîchissant aux images bien connues issues des dieux du stade. Notamment, on a des couleurs vives, cette fois on est plus sur du noir et blanc. On a un montage et une bande-son qui est beaucoup plus travaillée, évidemment, avec le bruit de la foule qu'on n'entend pas trop dans le documentaire de Riefenstahl. On joue sur les silences, etc. Donc voilà, techniquement ce film, ça rafraîchit un peu ces images connues des dieux du stade. Soigne ton départ. S'il travaille son départ, on a le médaillé d'or de 1936 sous les yeux. Ouais, si jamais les Jeux Olympiques ont lieu, bien sûr. Nous allons maintenant quitter la période de l'entre-deux-guerres pour entrer dans un autre conflit plus froid. Oui, alors justement, donc en parlant de froid, voici un film de Gavin O'Connor de 2004 et qui se déroule pendant les JO d'hiver de Lake Placid aux États-Unis de 1980 et on va parler de hockey sur glace. Excuse-moi, j'ai vu que Gavin O'Connor, tu en avais déjà parlé pour le film Warrior. C'est ça, exactement. Ouais, un réalisateur de films de sport. Là. Ouais, tout à fait. Alors, c'est rare quand un titre spoil directement le film. Hein. Mais bon, alors ici, il s'agit pas de savoir si l'équipe olympique américaine a battu les infranchissables soviétiques, mais plutôt comment. Car cet événement a réellement marqué les États-Unis, que les journalistes ont surnommé très rapidement le miracle sur glace. Alors, juste pour la petite info, en 1960, l'équipe américaine, elle avait déjà battu les Russes, et ce qu'on appellera donc par la suite le miracle oublié. D'abord, le contexte. Donc on est dans la guerre froide, les soviétiques, ils en étaient à leur 5e médaille d'or d'affilée dans la discipline, et surtout un gouffre d'expérience, puisque en fait la NHL, donc la National Hockey League, elle était professionnelle déjà. Et donc les Américains, dans les Jeux Olympiques, ne pouvaient pas envoyer de pros, ils pouvaient envoyer que des universitaires, et qui en plus d'être jeunes, hein, forcément, ils avaient très peu joué ensemble. Et alors, pour compléter ta grille de paris défavorable sur le match, juste avant, il y a un match préparatoire qui avait été organisé à New York, une semaine seulement avant, et qui avait vu ces jeunes Américains se prendre un 10-3 des familles, pas idéal pour la confiance. Ouais, comme quoi il faut pas se fier au match de prépa. Non, exactement. Ils se retrouvent donc en phase finale, pas en finale contre les Russes, parce que ça aurait été trop beau, voilà, pour l'histoire, mais cette victoire quand même inespérée permettra aux Américains de remporter la médaille d'or par la suite. Niveau scène de sport, la réalisation et le montage fonctionnent bien. On est pris par les chocs ultra-violents qui sont inhérents à ce sport, dans un cadre et avec des costumes fidèles à l'époque, et servi aussi par un très bon Kurt Russell qui joue le coach. Alors, pas de surprise, on est dans le film américain patriotique par excellence. Sans doute, ouais. Voilà, où le collectif et le sacrifice pour l'équipe permet à l'outsider, mené par un entraîneur renfrogné et coriace, de renverser l'ogre russe. Les Américains n'y allant jamais avec le dos de la cuillère, on sous-entend carrément qu'il s'agit d'un événement décisif dans la guerre froide. Oui. Mais là, bon, on peut pas jeter la pierre au film parce que ça fait un peu partie de l'inconscient collectif américain, quoi. Par exemple, dans la série X-Files, il y a un épisode où le mystérieux homme à la cigarette fait piquer le gardien russe de cet événement avec un anesthésiant pour l'engourdir. Ouais, je me rappelle voilà, pas donc c'est un clin d'œil à toutes les théories du complot et autres qui tournent autour de ce miracle presque trop beau, quoi. Mais d'ailleurs, tu parlais que c'était qu'ils voyaient ça comme un événement décisif dans la guerre froide, mais pour eux, c'est le cas en fait, parce qu'on est sur une guerre froide, donc d'idéologie, et c'est vrai que pour eux, c'est du pain béni pour leur propagande. Voilà, exactement. Et alors d'ailleurs, le vrai défaut de Miracle, c'est de n'opter que pour un point de vue. Ça, évidemment, les soviétiques sont à peine existants, et alors pour combler ce vide, après avoir vu Miracle, jetez-vous plutôt sur le documentaire Red Army de Gabe Polsky. Excellent, qui retrace ce parcours justement de ces presque invincibles hockeyeurs rouges. Il y a une autre équipe réputée invincible et qui a pourtant trébuché. Cette fois-ci, on inverse les rôles et les narrateurs, car tu vas nous parler de 3 secondes. Oui, alors 3 secondes, donc il s'agit d'un film russe, cette fois, de Anton Megerdichev, désolé pour la prononciation, désolé pour les Russes. de 2018.
Alors, comme tu disais, avec ce film, on est totalement dans la réponse des Russes au film Miracle. Ouais. Alors, probablement vexé de voir que les Américains n'avaient pas lâché l'affaire sur cette défaite au JO de Lake Placid, le réalisateur russe nous a sorti son miracle à lui, en fait. La recette est plus ou moins la même que le film américain, puisqu'il s'agit de mettre en scène un moment de sport inespéré, inattendu, et donc devenu légendaire pour le pays. Alors le contexte et les protagonistes sont également les mêmes, car ce miracle russe a lieu en finale des Jeux Olympiques. Alors là c'est en finale cette fois-ci. Ouais. Alors des JO Forcément d'été, oui, voilà cette fois, et tristement connu de Munich 1972. On est encore en pleine guerre froide, dans un match de basketball opposant une armada yankee, prémisse des Dream Team américaines plus récentes, et une équipe d'outsiders, l'URSS. Alors à cette époque, faut savoir que l'équipe américaine de basket, elle est invaincue dans l'histoire des Jeux. Elle est à 63 victoires à 0, et bon, forcément, là, c'est elle qui fait figure d'ogre pour l'équipe de l'URSS. Complètement. Environ, d'ailleurs, les 2/3 du film traitent de la préparation des joueurs pour cette finale, avec son lot de questionnements, d'ajustements tactiques, un peu survolés, et autres répliques patriotiques bien lourdingues. L'entraîneur, il apparaît comme le personnage principal. Alors même si on suit les joueurs, aussi les joueurs soviétiques et leurs vicissitudes, sans trop d'intérêt. Mais bon, comme dans Miracle, pour faire un long métrage sur une courte rencontre de sport, il faut bien meubler. Fatalement. Donc les 40 dernières minutes, par contre, elles mettent en scène la fameuse finale. Alors c'est une durée, je trouve, généreuse, Ouais, plutôt, ouais. et c'est tant mieux, puisqu'elle réveille un peu le spectateur qui a pu s'assoupir sur la première partie du film, qui manque pas mal de rythme, vous l'aurez compris. L'originalité de la séquence de ce match, elle tient dans le fait que le score est affiché tout le long, avec de nombreux plans sur le chrono qui tourne. Donc on voit l'importance du temps dans cette rencontre. Côté réalisation, ça abuse un peu des ralentis, mais le rythme est quand même là. Et bon, alors, pour parler basket, le basket pratiqué, il peut faire un peu froncer les sourcils, les connaisseurs, parce qu'on a des actions type All-Star Game ou Harlem Globetrotters, avec des alley-oops, des dunks qu'on voyait pas forcément à l'époque. On n'est pas loin de même pas Space du tout. Jam. Oui, voilà. Ouais. Donc bon. Après, c'est pas très grave, il faut aussi impressionner et rendre fier le Russe qui regarde Voilà, ça. oui, Donc complètement. c'est de bonne guerre, quoi. Et alors, du coup, pourquoi ça s'appelle 3 secondes? Alors, comme Miracle, le titre spoil un peu la fin. D'accord. Mais alors là, par contre, il fait pas référence aux 3 secondes dans la raquette, ce serait un peu nul comme film, quoi. Donc non, il fait bien référence aux 3 dernières secondes du match qui auront été épiques, décisives, mais surtout très polémiques. Oui. C'est étonnant, entre ces deux nations. À peine. Donc en gros, bon, parce que c'est pas si simple à expliquer, la rencontre est serrée jusqu'au bout, avec un point d'avance pour les États-Unis à 3 secondes de la fin. Donc remise en jeu, et les Russes foirent totalement leur remise en jeu, et les États-Unis ont cru pendant un moment avoir gagné le match. On a des scènes de liesse, etc. Mais après de nombreuses incompréhensions autour du chrono et des réclamations multiples côté soviète, on accordera à la surprise générale un temps mort à l'équipe du RSS, et surtout, on remettra 3 secondes au chrono. Ce qui est un peu fou. Voilà, donc deuxième chance pour les Russes qui cette fois vont pas louper cette occasion et marquer le panier victorieux à l'ultime seconde et ainsi faire tomber l'ogre Yankee cette fois-ci. Donc quand on compare d'ailleurs cette séquence avec les images réelles, donc les 3 dernières secondes, on est sur un copier-coller de l'action. Et ça, c'est plutôt bien foutu, quoi. Tu mets vraiment les images d'archives et les images du film, c'est les mêmes. Alors, il faut savoir que les États-Unis, ils sont jamais allés récupérer leur médaille d'argent, se sentant, bon, évidemment, lésés dans cette affaire. Car oui, vous l'avez compris, cette fois le film de production russe se range évidemment du point de vue soviétique, balayant la polémique sans vraiment d'objectivité d'ailleurs, pour eux c'est normal qu'on ait remis 3 secondes, voilà. Ouais. Et on est sur un petit combat de film patriotique en somme. Bien sûr. Bref, 3 secondes, c'est juste miracle, mais à la sauce rouge. Et c'est de bonne guerre. Monsieur Moïsev a raison. Vous devez remettre 3 secondes au chronomètre afin que les soviétiques aient la possibilité de jouer ainsi qu'ils vous l'avaient demandé. Ce sont les règles. Le basketball est un sport de gentleman. Un peu de légèreté maintenant, avec un film d'animation assez méconnu, dont tu avais parlé dans le premier épisode, et qui met en scène les Jeux Olympiques, mais des animaux. Et oui, j'en avais parlé parce que c'était pour moi un de mes films cultes de sport, quoi. Un grand souvenir, c'est vrai. Donc, on est sur un film d'animation qui s'appelle Animal Olympics, ou Animal Olympique, ça dépend de version, je sais plus si c'est la version française qui est Animal Olympique, bref. C'est un film de 1980, qui est réalisé par Steven Lisberger. Alors là, on est sur un exemple, par contre, de film qui a subi de plein fouet les aléas politiques de l'époque de la guerre froide. Alors, remise en contexte, 1980, guerre froide donc, les Jeux Olympiques sont prévus à Moscou cette année, et Steven Lisberger, plus tard réalisateur de Tron, il faut le noter, souhaite donc surfer sur la vague des Jeux pour sortir son film d'animation sur les Jeux. Alors, bonne idée, succès assuré, une année de Jeux Olympiques.
Sauf que, pour des raisons géopolitiques, autour de l'Afghanistan, hein, bon, on va pas rentrer dans un cours d'histoire, les États-Unis décident de boycotter cette édition des Jeux de Moscou et n'envoient aucun athlète. Dont notre gymnaste du nanar Jim Kata, dont tu parles dans l'épisode 9 d'ailleurs. Exactement, voilà, qui n'a pas pu faire ses jeux à cause de ce boycott. Alors, du coup, la hype autour des jeux, elle s'effondre totalement aux États-Unis. Plus personne ne veut en entendre parler, et surtout, aucun diffuseur n'est intéressé par le film. Il va donc connaître un échec commercial terrible, et ne sera diffusé qu'à la télévision dans de nombreux pays, dont la France. Hein. Alors, c'est triste comme un événement politique peut avoir raison d'un film qui, à mon sens, méritait sa place en tant que film culte d'animation. Et je pèse mes mots. Hein. J'ai eu la chance de le connaître petit, alors en 1992, hein, à l'occasion des Jeux d'Albertville. Oui, il l'avait découpé, ouais. Il avait découpé en sketch. Moi, je me souviens comme ça. C'est ça, il l'avait diffusé sous forme de série à sketch. Et c'était bon aussi comme format, finalement. Moi, et ça avait vraiment marché hein, sur moi. Carrément. Et encore aujourd'hui, je trouve que l'animation est techniquement très propre, très fluide. Et d'ailleurs, on compte parmi les animateurs hein, un certain Brad Bird, qui réalisera plus tard Les Indestructibles ou Ratatouille. Quoi. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Voilà. La musique, elle est tout bonnement géniale. Hein, donc on a des effets de style aussi entre disco, funk et années 80. Voilà, la petite jonction bien kitsch entre ces décennies. Exactement, voilà. Donc ça a vraiment du charme. Et que dire de cette idée absolument géniale, hein, donc on parle du film. Le film, c'est une parodie de retransmission TV des Jeux Olympiques des animaux, sur un plateau présenté par des animaux également, qui zappent entre les différents sports à la manière d'un multiplex de France Télévisions. Avec des meilleures transitions. Ouais. Oui, évidemment. Et alors, tout y est, hein, le direct, les envoyés spéciaux, le fameux fil rouge avec le marathon, on revient dessus plusieurs fois, les interviews, et même des mini-reportages sur le passé des athlètes, leur entraînement, etc. Alors, d'après moi, franchement, c'est le film qui rend le mieux hommage aux Jeux Olympiques, car tous les sports y sont représentés, même ceux d'hiver d'ailleurs, hein, on mixe les deux, et toujours avec beaucoup d'humour et de références. Tu vois que c'est fait par des vrais connaisseurs et des amoureux de sport. Voilà, totalement. Et les personnages, ils sont tous attachants, avec des noms bien clichés en fonction du pays qu'ils représentent. Je vous donne quelques exemples, on peut y trouver René Fromage, Toulouse-Lautrec ou Boardo pour les Français, les frères Calamari qui font du bobsleigh, c'est des Italiens, Ononono, un orque japonais en natation, ou Primo Cabeza, le Martin Pêcheur mexicain au plongeon, etc., etc. Et c'est hyper référencé au sport, car les pays représentés correspondent souvent à leur sport de prédilection. Par exemple, les Mexicains au plongeon, le Canada, donc c'est des ours, et l'URSS des buffles, et qui jouent au hockey. Voilà. Les USA et l'URSS, donc les USA c'est des chats, l'URSS des ours et sur le basket, par exemple. Voilà. Tiens. Comme par hasard. Et puis la France en escrime. Alors, la liste des sports représentée, elle est colossale. Je peux pas vous la sortir, mais tout y est. Hein. L'athlétisme, le hockey sur gazon, l'escrime, la boxe, le ski, le foot, la gym. Bref, il y a quasiment tous les sports olympiques. Et on passe son temps à zapper d'un sport à l'autre, comme des mini-sketchs. C'est vraiment génial. Il y a évidemment le défilé des nations, la vasque olympique, ça on n'oublie pas, le discours du chef d'État qui ouvre les Jeux et même une entracte au milieu du film avec une soirée disco au village olympique dans la boîte de nuit l'Arche de Noé avec tous les athlètes sous forme d'ailleurs d'un clip musical avec une musique bien funky, Go for it. Bref. C'est un hommage incroyable au sport, et aux Jeux Olympiques plus particulièrement, et avec un humour cartoonesque bourré de clins d'œil au sport des humains. On a un chien footballeur qui est appelé Melé, voilà, où l'envoyé spécial de la natation s'appelle Mark Spritz, comme Mark Spitz, voilà, et des dizaines d'autres. Ce film, il m'avait marqué gamin. Je l'ai revu pour préparer l'épisode, et franchement, je comprends mieux pourquoi il m'avait marqué. Je m'attendais pas à avoir un film d'une telle qualité, tant d'un point de vue technique que scénaristique. C'est une telle injustice de voir des œuvres de ce type tomber dans les oubliettes à cause d'événements politiques. Il mérite à être connu encore aujourd'hui, et même si vous vous en doutez qu'il a pris quelques rides, comme beaucoup de films d'animation traditionnels en 2D hein, d'ailleurs, il est de fait très difficile à trouver, mais si vous tombez dessus, foncez avec ou sans vos enfants, c'est de l'or en médaille. Tatiana Doutchenko nous a fait une prodigieuse démonstration de son talent. Paul Jenkins nous a prouvé que les champions avaient aussi du cœur. Mais bien entendu, l'événement de ces Jeux fut la victoire incontestée de l'amour, personnifiée par Kit Mambo et René Fromage. Comme vous avez pu le constater à travers nos différentes présentations et analyses, les films sur les Jeux Olympiques riment bien souvent, et malheureusement, avec politique. C'est d'ailleurs un point commun avec les véritables Jeux Olympiques, souvent entachés de cette dimension aux enjeux sociopolitiques qui dépassent le sport même. Le cinéma n'allait donc pas s'en démarquer. Et l'histoire nous l'a bien montré, les grandes nations profitent des Jeux comme une démonstration de leur puissance. Pour exister dans le monde, on doit exister dans le sport.
Le cinéma peut alors devenir un levier de cette démonstration, et les réalisateurs cherchent bien souvent à réaliser des œuvres chauvines, patriotiques, ou même encore à des fins de propagande plus ou moins subtiles. De fait, le film de Jeux Olympiques se détache rarement de cette ambivalence. Il y a d'ailleurs des films sur fond de JO que nous n'avons absolument pas évoqués ici, tant ils ne concernent pas le sport, quoi. Par exemple Munich de Spielberg, le cas Richard G. Wells de Clint Eastwood. Oui, qui ne parle pas de sport, pour le Non, coup, voilà, c'est une toile de fond. Et il y a évidemment des exceptions lorsqu'on se rapproche davantage d'un scénario de comédie, de drame ou de biopic autour des athlètes. Alors dans ces cas, et comme nous l'avions déjà constaté dans d'autres épisodes, le sport aura tendance à être plus en retrait, un peu une toile de fond justement à la narration ou un objectif à atteindre. La dimension sociale ou dramatique sera alors mise en avant. Alors, il arrive toutefois que le sport olympique soit mis à l'honneur sans aucune ambiguïté. Ouais. Alors cela se constate notamment lorsque l'on se penche plutôt sur des films d'animation ou de pure comédie. Donc j'ai cité Animalympics, il y avait aussi la série Dingo aux Jeux Olympiques, ou encore Star Rocket. Bien sûr. Il y a les Rois du Patin aussi, il y avait les Charlots au JO aussi, on a revu, ou plus récemment, qui est sorti cette année, l'Esprit Coubertin. Oui, c'est vrai. Et c'est donc étonnamment quand un public plus jeune et donc plus innocent est visé que le sport est le plus présent. Un bon moyen de se rappeler que tout ça n'est peut-être pas si sérieux, et que comme l'a dit le baron Pierre de Coubertin, père des jeux modernes, l'important c'est de participer. Tu veux arrêter ? Arrête. Oublie que Japlou est un cheval extraordinaire, qui a fait toi un champion de France, qui t'a emmené aux Jeux Olympiques. Qui t'a fait tomber aussi, d'accord. Mais avant le 8e obstacle, il en avait sauté 7, comme jamais aucun cheval au monde n'a sauté, avec une générosité hors du commun. On avait terminé avec Animalympics, et pour notre coup de cœur, en tribune dans ton canapé, on va pas quitter nos amis les bêtes. Et oui, un film que tu as évoqué dans l'épisode 7, Ça joue, qui traitait donc des acteurs ayant eu une carrière sportive. Et je vais parler de Japelou, qui est écrit par Guillaume Canet à partir du roman Crin Noir de Karine de Wilder, et qui est réalisé par Christian Duguay en 2013. Et comme je t'ai écouté en parler, je l'ai vu. Et ça voilà. Fait, donc comme quoi les recommandations fonctionnent, en tout cas sur nous. Et ça a été une bonne surprise, donc voilà, ça va être Marocco. Alors, on parle du parcours incroyable de Pierre Durand et de sa monture, donc Japelou. Un cheval qui n'était pas destiné au saut d'obstacle, car trop petit et trop fougueux. On suit donc le parcours de Durand et de sa monture jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors, on ne divulgachera pas le reste, mais voilà. On est sur une pure histoire d'outsider, que rien ne prédestinait au sommet, que ce soit pour le cavalier ou son cheval, quoi. Comme tu l'avais expliqué précédemment, Canet, il sait de quoi il parle, car il est lui-même cavalier et fils d'éleveur de chevaux. Tout comme d'ailleurs le réalisateur, donc Duguay, qui a fait partie même de la sélection canadienne d'équitation. Ouais, donc on est sur une équipe de connaisseurs. Voilà, ouais, tout à fait. Alors là aussi, tu en avais parlé, Canet avait eu un accident qui avait du coup changé sa carrière vers cette carrière d'acteur. Mais voilà, il reprend les rênes pour les besoins de Japelou. Alors on retrouve aussi l'actrice Marina Hans, qui, dans la vraie vie, a été le premier amour de Canet, quand ils avaient 14 ans, et qui était aussi cavalière, voilà, donc des carrières assez semblables, et qu'il a donc rappelé pour ce film. Donc c'est un gros casting, de manière générale, parce qu'on a aussi Daniel Auteuil, on a Tchéky Carrillo, Jacques Higelin aussi, et même une apparition de Jean Rochefort et de Donald Sutherland. Il lui devait bien ça, on avait dit que c'était Jean Rochefort qui lui avait mis justement le pied à l'étrier. Voilà, pour sa carrière de Guillaume Canet. Alors, on a aussi l'excellente Lou Delage, qui sera sélectionnée pour ce film, pour le César du meilleur espoir féminin. Dans ce film, donc, il y a des très bonnes scènes d'équitation, il y en a beaucoup même, voilà, qui vont plaire aux passionnés, mais aussi aux profanes. Que nous sommes. Voilà, on connaissait pas. Enfin, moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'aspects de ce sport. Tout ça dans des décors qui sont très réussis et immersifs, notamment dans les compétitions, où on ressent très très bien la tension de tout ça. Alors Canet, pour ça, il s'est forcément réentraîné pour assurer la plupart des scènes, et même si certains sauts qui étaient trop difficiles ont forcément été doublés, quoi. Donc c'est un bel hommage à ce cheval, à Japelou, qui a quand même sa carrière qui s'est terminée sur un jubilé qui avait été organisé à la Tour Eiffel pour lui en 91. Une star équine, quoi. Oui, star équine sur 2 Olympiades, Los Angeles et Séoul. Donc 84 et 88. Exact. Donc allez-y, foncez sur Japelou, c'est vraiment un très bon film sur les Jeux Olympiques et sur l'équitation plus particulièrement.
Le 11e épisode et donc la saison 1 du Ciné Sporting Club arrive à son terme. Alors, pas de cérémonie de clôture pour l'occasion, on va rester humble, voilà. Et on va rester humble tout simplement en vous remerciant pour votre écoute, votre fidélité ainsi que pour toutes vos contributions, vraiment merci. Ouais, on est vraiment ravis de vous proposer ce podcast. On prend à chaque fois beaucoup de plaisir à vous préparer chaque épisode et on continuera de vous solliciter pour améliorer votre expérience d'écoute. Oui, parce que ça se fait pas sans vous, vos avis, vos critiques, vos idées, vraiment merci. Continuez de nous suivre et de réagir à nos publications sur les réseaux sociaux. Petite précision, nous ne sommes plus présents sur X. Bon, Dieu merci. On va pas manquer à grand monde, je pense, là-dessus. À ce sujet, n'oubliez pas de répondre à la question de l'épisode du jour. Quelle discipline ou athlète des jeux aimeriez-vous voir porter à l'écran ? Moi j'ai une petite idée sur l'équipe de GRS de Bulgarie. Ah ouais, moi c'est, je sais pas, l'escrime, j'avoue que ce serait pas mal. C'est sympa aussi. Même si bon, il y a des films de KPDP, mais c'est pas vraiment du sport. C'est pas la même chose. Bon, promis, on se retrouve très bientôt pour la saison 2, car on est loin d'avoir tout dit sur le sport au cinéma. Les sujets et les sports ne manquent pas, nous aurons donc bientôt l'occasion d'aborder le traitement du basket, du golf, des arts martiaux bien sûr. Et bien d'autres. Oui, et puis tous les aspects techniques du film de sport. Alors, sur ce, on vous souhaite de belles vacances, au cinéma, dans les stades, au stade dans le cinéma, ou bien tout simplement en tribune dans votre canapé. À bientôt, merci. Merci, au revoir.